Alors, c'est l'un des dictateurs les plus sanglants et impitoyables du siècle dernier. Parce que, après Staline ou même Bachar al-Assad, là, je vais vous parler de Benito Mussolini. Et pourtant, avant de devenir dictateur, c'est un homme cultivé qui commence en tant que journaliste, mais qui va rapidement devenir très violent et développer son idéologie fasciste. Et d'ailleurs, puisque j'utilise le mot fasciste, eh bien, sachez-le, mais c'est lui qui l'a inventé, ce terme. Et tout ça, en tout cas, jusqu'à s'emparer du pouvoir et régner en maître total sur l'Italie pendant près de 20 ans. Bref, approchez-vous, mes Leporinus fasciatus. Je parie que vous connaissez quand même très peu de choses en vrai sur ce dictateur italien aux nombreux secrets. Déjà, je peux vous dire qu'il va accéder au pouvoir en utilisant le chaos, l'intimidation et la manipulation. Et d'ailleurs, en n'hésitant pas à supprimer ses opposants. Il va démanteler la démocratie pour imposer son régime totalitaire fasciste. Et d'ailleurs, il lancera rapidement de nombreuses campagnes militaires en Europe ou même en Afrique, en employant des méthodes absolument inhumaines, en laissant des centaines de milliers de morts dans son sillage. Et d'ailleurs, il va inspirer pendant longtemps Hitler avant de s'allier avec lui et entraîner la Seconde Guerre mondiale. Bref, on abordera ses plus grands secrets comme ce qu'il a fait à sa première femme, ou même les étranges dossiers qu'il tenait à jour, ou encore un objet très mystérieux qu'il a caché à Rome. Mais avant tout ça, comment est-il passé de l'adoration de son peuple à l'homme le plus détesté d'Italie? D'ailleurs, est-ce que c'est dans son enfance qu'on pourrait trouver des indices sur son destin de dictateur sanguinaire? Eh bien, on commence justement par là. L'histoire de Benito Mussolini, elle commence à Predappio, un petit village au milieu de l'Italie. Donc voilà, vous voyez sur la carte, c'est juste là. Et il est né ici le 29 juillet 1883 dans une famille plutôt moyenne. Son père, il lui transmet très tôt sa haine contre le gouvernement et la bourgeoisie. Et du coup, Benito va tranquillou se radicaliser à ses côtés. Et d'ailleurs, ce sera un enfant assez difficile et rebelle. Et à ce moment-là, en tant que gamin, il est quand même très fier, il est égocentré, il est colérique. Et il va très vite montrer un caractère assez violent. Ce qui peut paraître bizarre, mais malgré sa timidité, il se clash souvent avec les profs et les autres élèves. Et ce qui fait qu'à l'âge de 10 ans, il est même renvoyé d'un pensionnat pour avoir poignardé un autre élève. Donc ça déconne pas déjà à cet âge-là. Et d'ailleurs, Mussolini, lui, il mesure que 1m67. Donc il est pas très grand. Par contre, il est quand même trapu et il est imposant. Et d'ailleurs, il a une libido démesurée. À 16 ans, il fait sa première expérience sexuelle avec une prostituée d'âge mûr. En tout cas, l'année suivante, il commence déjà à s'impliquer en politique. Et il va alors adhérer au Parti socialiste italien et il va assister à des meetings. Là, à 17 ans, il obtient un diplôme d'instituteur et il commence à travailler. Et d'ailleurs, il est appelé pour faire son service militaire obligatoire. Mais comme il refuse d'y aller, il part s'installer en Suisse, à Lausanne. Sauf qu'en arrivant à Lausanne, il n'a pas de travail, il n'a pas de relation, il n'a pas de thunes. Notre jeune Mussolini, à ce moment-là, il va dormir sous les ponts. Du coup, il est sale, il boit beaucoup trop, il n'arrête pas de s'attirer des ennuis. Mais à ce moment-là, une militante socialiste le prend sous son aile. Et grâce à elle, Mussolini apprend vite et organise ses premières grèves et manifestations. Là, les autorités suisses, elles en peuvent plus et elles finissent par l'arrêter pour agitation politique. Et il va alors passer 2 semaines en tôle avant d'être expulsé et renvoyé en Italie. Et cette fois-ci, il peut pas déroger, il part faire son service militaire italien, obligatoire du coup, pendant 18 mois. Il prend sur lui, et une fois terminé, il commence à écrire des articles pour des journaux socialistes. D'ailleurs, malgré son côté brutal, Mussolini, c'est quand même un intellectuel. En plus de l'italien, il parle assez bien l'anglais, le français et l'allemand. Et il se met à écrire et à publier des livres, notamment un roman appelé La maîtresse du cardinal. Alors c'est un bouquin assez trash qui vise à ridiculiser l'église, ce qui va d'ailleurs valoir à Mussolini le surnom de Mangiaprete, soit le mangeur de prêtres. Bref, le temps passe, et en 1911, alors que Mussolini a 28 ans, l'Italie envahit la Libye. Et d'ailleurs, à l'époque, Mussolini, il est opposé à la guerre. Alors pour protester, il organise de violentes émeutes. C'est quand même un comble quand on sait que bientôt, il va lancer lui-même des campagnes militaires vraiment hardcore. À ce moment-là, Mussolini est arrêté et condamné à 5 mois de prison. Ce petit séjour en tôle va le rendre carrément claustrophobe. Bref, il fait ses mois de prison, puis il est libéré. Et là, il va monter en grade au sein du Parti socialiste italien. Et donc, il lui donne plus de responsabilités. Et on va alors lui confier la direction d'un journal socialiste. Et c'est à ce moment-là que un petit événement de rien du tout éclate, la Première Guerre mondiale. Et là, Mussolini, il a une vision diabolique. En fait, il va voir dans cette guerre l'opportunité de préparer la révolution dont il rêve, la révolution italienne. Il va alors changer de position et il affirme que l'Italie doit participer à la guerre. Alors c'est un peu étrange parce que c'est quand même totalement contre les valeurs des socialistes et donc à ce moment-là, il est exclu du parti et il est renvoyé du journal qu'il dirige. Mais ça n'arrête pas Mussolini puisqu'il va fonder son propre journal alors qu'il aura 31 ans. Et à ce moment-là, il est financé par des grands industriels, ça permettrait en fait de faire du bénéfice, mais il est également soutenu secrètement par la France et l'Angleterre qui veulent que l'Italie, elle entre dans la guerre. Ils ont besoin de renforts. Mussolini lance alors une grande campagne de communication
pro-guerre, comme vous l'avez compris. Ce sera à base d'articles, de manifestations et même de discours très agressifs. Et finalement, eh bien, l'Italie s'engage dans la guerre en 1915. Et là, Mussolini, il est envoyé pour combattre. Ce qui va d'ailleurs pas l'empêcher de se marier quelques mois plus tard à une certaine Rachel Guidi. Mais par contre, ce que peu de personnes savaient à l'époque, c'est que Benito Mussolini, il était déjà marié. C'est là que tombe justement notre premier secret. Parce que en effet, seulement un an auparavant, Mussolini, il s'est marié à l'une de ses maîtresses. Bon, elle était folle amoureuse de lui, elle avait vendu tous ses biens pour l'aider à fonder son journal. Vraiment, la femme était à fond. Et d'ailleurs, ensemble, ils vont avoir un fils, un certain Benito Albino. Mais Mussolini, il a jamais voulu reconnaître la paternité. Et du coup, il s'est remarié. Et là, sa femme, la première en tout cas, Ida, était folle de rage. Et d'ailleurs, pour se venger, elle tente de saboter sa carrière. Et là, pour la faire taire, Mussolini, il va pas y aller par quatre chemins, il va réussir à l'interner en hôpital psychiatrique. Et il va même réussir à faire interner son fils. C'est quand même chaud. D'ailleurs, la mère et le fils ne se reverront plus jamais et ils mourront tous les deux enfermés. Sachant que le fils, quand il mourra, il aura 26 ans. Bon, en tout cas, au total, Mussolini, il aura 5 enfants avec sa seconde femme, Rachel, tout en voyant constamment plusieurs maîtresses à la fois. Mais bon, à partir de maintenant, nous allons voir comment Mussolini va créer le fascisme et accéder au pouvoir. Bon, déjà au sein de l'armée, parce que vous le savez, on est durant la Première Guerre mondiale, Mussolini, il est remarqué pour sa conduite exemplaire. C'est un cador et il est rapidement promu au grade de caporal. Sauf que à 34 ans, une explosion d'obus va gravement le blesser. Il va alors séjourner à l'hôpital où il est dispensé de l'armée et comme il est blessé, il peut pas retourner se battre et donc il a le droit de retourner en Italie à la direction de son journal. Mais bon, vous savez, la guerre, ça l'a rendu encore plus confiant et encore plus agressif. Et là, son idéologie fasciste, elle va prendre alors forme dans son discours. Seul le sang fait bouger les rouages de l'histoire. Le gouvernement et l'armée ne doivent faire qu'un. Et à sa tête, il doit y avoir un homme qui a la touche délicate d'un artiste et la main lourde d'un guerrier. Un homme assez impitoyable et énergique pour faire table rase et relancer la nation italienne. Un homme qui connaît le peuple et qui peut le diriger et le soumettre avec violence si nécessaire. Et là, le projet de Mussolini se déroule comme prévu. En fait, la Première Guerre mondiale plonge l'Italie dans un grand désordre. Le pays a perdu 600 000 soldats, en plus d'énormément de blessés et de traumatisés. Et du coup, l'économie italienne souffre, le chômage explose. D'ailleurs, le peuple n'a même plus confiance dans le gouvernement italien. Les gens sont frustrés, ils sont en colère. Et dans ses discours et dans ses articles, il capitalise à fond dans cette colère. Sauf qu'en parallèle, il cache un deuxième gros secret. À 34 ans, le gouvernement anglais lui propose une mission très délicate et importante. En fait, Mussolini va devenir espion à la solde des services de renseignement britanniques. Et pendant un an, il va alors cacher un double jeu à côté de sa carrière journalistique et politique, Et pour ça, il est très bien payé. En fait, il reçoit 100 livres par semaine. Aujourd'hui, ce serait l'équivalent de 6 400 €. Et en échange, globalement, il doit faire monter le désordre qui règne en Italie. Et pour ça, Mussolini va par exemple envoyer des vétérans tabasser des manifestants pacifistes. Et il va aussi attirer l'attention de la police italienne qui rédige un rapport détaillé sur lui. Et dedans, Mussolini est décrit comme très intelligent, méfiant, calculateur, opportuniste. Mais aussi, on le décrit comme quelqu'un enragé et dévoré par l'ambition. En fait, Mussolini souffre d'un grand manque d'empathie et il a un peu la fâcheuse manie à penser que tout se règle par la force. Et donc, il reste des journées entières isolé dans son bureau à rédiger lui-même des milliers et des milliers d'articles. Et finalement, ça devait arriver, mais à 35 ans, il lance son mouvement politique et qui devient alors le Parti national fasciste. Là, au sein de ce mouvement, un sous-groupe radical émerge rapidement et on les appelle les chemises noires. C'est une sorte de milice fasciste ultra-violente. Là, Mussolini les envoie intimider ses opposants politiques dans tout le pays. Les chemises noires, ils attaquent les manifestants, ils brûlent des bâtiments, ils commettent même des meurtres. Vraiment, ça rigole pas. En 2 ans, au moins 200 personnes sont tuées et 800 sont blessées. Et en parallèle, Mussolini, lui, continue. Et il tient des discours de plus en plus extrêmes. Il parle alors publiquement d'envahir, de massacrer des pays de l'Est ou même d'Afrique. En fait, vous voyez, il est même très fort pour utiliser son langage corporel et choisir ses mots. Et du coup, ces discours, ils ont la force de captiver les foules et des foules de plus en plus grandes. E vedere soprattutto un fatto nuovo nella storia dell'umanità. Il popolo italiano che è il protagonista della sua storia. Ma Pitelli, saranno gli anni di domani.
À ce moment-là, en tout cas, il a 39 ans, il sent que c'est le moment de frapper fort. Et il va alors organiser ce qu'on appelle la marche sur Rome. Là, des milliers de fascistes vont alors prendre le contrôle des préfectures, des gares, des commissariats dans le pays. Et environ 26 000 chemises noires entrent dans Rome, qui est donc la capitale. Et là, c'est simple, Mussolini, il menace de déclencher un énorme massacre s'il n'est pas directement nommé Premier ministre. À cette époque, il y a encore un roi en Italie, faut se le dire. Alors il s'appelle Victor Emmanuel III et c'est lui qui a les pouvoirs. Et comme lui, il veut à tout prix éviter un massacre, eh bien, le roi cède et nomme Mussolini Premier ministre. Et il pense pouvoir s'appuyer sur lui pour rétablir l'ordre et que tout aille beaucoup mieux, mais il se trompe complètement. Parce qu'à ce moment-là, Benito Mussolini accède au pouvoir et il va y rester pendant près de 20 ans. Et dès le début, Mussolini, il va interdire les grèves et il va démanteler les syndicats. C'est quand même con parce que c'est ça qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Mais voilà, comme ça, il prive ses opposants des mêmes armes qu'il avait eues. Et d'ailleurs, il fait passer des lois qui avantagent les classes bourgeoises, alors que je le rappelle, mais à la base, lui et même son père détestaient les bourgeois. Mais bon, en même temps, c'est quand même grâce aux bourgeois, donc les industriels et compagnie, que son journal a été soutenu et qu'il a pu gagner en force. Mais bon, même s'il est au pouvoir, il va pas perdre ses habitudes d'ailleurs de coureur de jupons. Il y en a certains qui le nomment en Italie le chef de l'érection. Mais bon, en parallèle de tout ça, il doit gérer sa première crise diplomatique. Parce que 3 militaires italiens viennent d'être assassinés sur le territoire grec. Alors là, en réponse, Mussolini, il fait simple, efficace, il bombarde l'île de Corfou. Et il y a alors 20 civils qui sont tués et 32 blessés. Peu après, le socialiste Giacomo Matteotti, il s'oppose courageusement à Mussolini et il va alors prononcer un discours pour accuser les fascistes de manipuler et de détruire la démocratie. Là, Mussolini, il aime moyennement du coup qu'on le conteste. Et quelques jours plus tard, Giacomo, il est assassiné par les fascistes. Mais il y a quand même des témoins qui voient la voiture qui transporte le corps. Là, la presse, elle critique vivement Mussolini. Là, ils font le lien, ils se disent, c'est Mussolini qui est responsable de tout ça. Les gens, ils commencent à s'enflammer et il y a alors des violences contre les fascistes. Et là, rapidement, il y a la peur d'une guerre civile qui pourrait enflammer l'Italie. Mussolini, il sent que le pouvoir pourrait lui glisser des mains et ça, il n'a pas envie. Pour éteindre cette crise, il va prendre une décision risquée et assez inattendue. Et en fait, le climax a lieu en tout début d'année, en 1925, alors que Mussolini, il a 41 ans. Et dans un discours décisif, il revendique publiquement l'assassinat de Giacomo Matteotti. E io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo, fuori la corda. En fait, c'est simple. Durant le discours, Mussolini, il ne prononce aucune excuse, aucun regret. Et à la place, il déclare que face au problème de l'Italie, la seule solution, c'est la force. Et il va alors défier quiconque d'essayer de le destituer. Et justement, personne ne va intervenir. Et c'est alors à ce moment précis que Mussolini, en faisant ce coup de force, ce coup de pression même, il devient complètement un dictateur. Et à partir de maintenant, il se fait appeler le Duce, ce qui veut dire le guide. En devenant le Duce, il réduit à néant les pouvoirs du roi et il devient alors le maître de l'Italie. D'ailleurs, il va virer du gouvernement tous les non-fascistes et l'Italie s'installe alors dans un régime autoritaire. D'ailleurs, l'antifascisme devient un crime puni de prison sans droit à un procès. Mais bon, pour l'instant, il sait que l'Italie n'est pas encore prête pour des grandes conquêtes militaires. Alors en attendant, Mussolini, il entre en guerre contre la mafia italienne, en particulier dans le sud du pays et en Sicile. Là, il va leur donner carte blanche à ses hommes pour éradiquer les mafieux, sachant qu'il va employer des méthodes, comme à l'accoutumée, extrêmement brutales. Là, ils retiennent femmes et enfants en otage pour obliger les mafieux à se rendre, et ils vont même assiéger des villes entières, et pire, ils vont employer la torture. Mais ça, ce n'est qu'un avant-goût des crimes atroces que Mussolini va bientôt commettre dans d'autres pays. L'année suivante, à 43 ans, le Duce, il échappe à 3 tentatives d'assassinat, ce qui va le pousser quand même à prendre des mesures radicales pour éviter que ça se reproduise. Parce que Mussolini va interdire tous les autres partis politiques autres que le sien. Et il va même virer quasiment tous les maires du pays et les remplacer par des fascistes. Et il va également créer une police secrète de 100 000 agents. Cette police va traquer, surveiller et persécuter les opposants au régime. En plus, Mussolini va superviser l'assassinat d'au moins 2000 opposants politiques en 2 ans. C'est un sacré rythme, quoi. Sinon, en tant qu'ancien journaliste, il est aussi totalement conscient de l'importance de la propagande et il prend alors le contrôle de la presse et il coupe le public de toute critique contre le fascisme. Ce qui est quand même plus simple quand on veut imposer des idées et laver des cerveaux. Vivre dangereusement, je voudrais que ce fût là le mot d'ordre du fascisme italien. Vivre dangereusement, cela veut dire être prêt à tout, à quelque sacrifice, à quelque danger, à quelque action que ce soit, quand il s'agit de défendre sa patrie. La vie telle que la conçoit le fasciste est grave, austère et religieuse. Après ça, Mussolini met en place de vastes campagnes de propagande et un bon petit
culte de sa personnalité. Il va alors relooker la façade de son quartier général en faisant afficher son visage en grand et le résultat est quand même très particulier. Bon, en tout cas c'est simple, Mussolini il se montre comme la réincarnation d'un empereur romain charismatique et inarrêtable. Et il met en avant alors sa force, son corps, son machisme et sa proximité avec le peuple. Il va alors se mettre en scène au ski, à la piscine, en train de travailler dans les champs. C'est un peu l'homme à tout faire quoi. D'ailleurs, il renomme sa ville natale la ville du Duce et il y a des pèlerins qui s'y rendent carrément pour visiter sa maison d'enfance. Il focalise l'attention du pays sur lui. Mais en parallèle, sa priorité, c'est quand même de relancer l'économie italienne. Et il commence alors par développer l'industrie qui est très en retard à l'époque. Il fait alors construire plein de nouvelles fermes pour rendre l'Italie autonome en nourriture. Les chômeurs sont alors embauchés pour construire des routes, des logements, des centrales électriques, mais aussi des hôpitaux ou même des usines. Il va investir massivement dans l'armement. Il modernise en plus les transports publics, notamment les tramways et puis les trains qui sont un peu vieillots, voilà. Et mine de rien, tout ça réduit le chômage, ça booste l'économie, ça améliore le confort de la population et ça va le rendre encore plus populaire. D'ailleurs, le Duce va sponsoriser même les vacances et les loisirs accessibles à tous. Il va même subventionner les films gratuits en plein air, des expositions, des événements sportifs. Il va aussi créer des groupes de jeunesse pour subtilement transmettre son idéologie fasciste et il encourage les gens à avoir toujours plus d'enfants. Il fait des réductions d'impôts aux couples mariés qui ont des enfants, tandis que les hommes non mariés doivent payer le double de taxes par rapport à ceux mariés. Il fait en sorte que les femmes n'ont quasiment plus le droit de travailler, de sorte à faciliter au maximum les naissances et l'entretien des enfants. En parallèle, Mussolini soutient aussi financièrement le parti nazi en Allemagne et il va même entraîner des membres de la SS avec ses propres armées. Bref, en 1929, il a bientôt 46 ans et il signe un deal qui réconcilie l'État et l'Église. Parce que jusqu'à maintenant, les papes ne reconnaissaient pas la souveraineté de l'Italie. Et à ce moment-là, le pape en question, du coup, il a fini par dire oui. Et en contrepartie, Mussolini va donner plein de thunes au pape et il va reconnaître le Vatican comme État indépendant. Mais en échange, quand même, le pape doit soutenir le fascisme. Bref, en faisant ça, Mussolini se met l'Église de son côté, et ce qui fait qu'à partir de maintenant, il n'a plus aucune résistance. Faut vous le dire, mais sa popularité, elle est alors au sommet. Mais en coulisses, Mussolini prépare un plan pour bâtir un nouvel empire romain. Parce que finalement, le temps passe, et maintenant, le Duce approche gentiment de la cinquantaine. Et il mène, on va dire quand même la belle vie. Il possède des palais, des yachts, des voitures de luxe, des villas, et il se transforme en véritable prédateur sexuel. C'est fou, mais sa libido n'arrête pas, et ça ne se calme pas avec les années. En fait, pour lui, le sexe devient une passion dévorante qui passe au-dessus de tout le reste. D'ailleurs, l'un de ses valets décrit sa routine quotidienne, et attention, ça peut un peu choquer d'ailleurs. Mussolini se fait livrer des femmes à son bureau. Des filles sans méfiance sont traînées sur un canapé, violées, puis brutalement expulsées sans même une tasse de café. Cela se produit généralement l'après-midi, sur des canapés, contre un mur ou à même le sol. Il lui arrive parfois de se contenter d'ouvrir sa braguette pour avoir des rapports. Ses amantes favorites ont le droit de lui donner des petits surnoms, comme Benny ou Mon Géant. Sachant qu'à l'époque, Mussolini se vante d'avoir des rapports sexuels 3 fois par jour. Et à ce propos, je vais vous révéler un secret qui va peut-être aller encore un peu plus loin que ça. En fait, Mussolini se met à tenir des dossiers secrets pour classer les femmes et ses relations. Il les note selon un système obscur conçu par lui-même qui prend en compte l'anatomie, la beauté du visage, la personnalité, la sensualité. Mussolini accorde plus d'attention aux lettres de ses admiratrices qu'aux courriers officiers du gouvernement. Il va même jusqu'à créer une unité de police secrète chargée uniquement d'enquêter sur ses admiratrices. Et il va alors accorder des auditions privées à celles qui lui plaisent le plus. Ce qui fait qu'il aurait eu jusqu'à 14 maîtresses à une époque, ainsi que d'innombrables partenaires occasionnels. Mais bon, le Duce, il n'oublie pas ses grands projets de conquête. Et il rêve d'ailleurs de rebâtir un empire romain. En fait, son objectif, c'est de contrôler la Méditerranée, l'océan Indien et les pays autour. Et là, il commence alors en secret à planifier une agression contre la France et la Yougoslavie. Finalement, c'est la Libye qu'il cible en premier. À ce moment-là, la Libye, ça appartient à l'Italie. En gros, c'est une colonie italienne, Mussolini organise alors un véritable génocide, avec déportation de force, camps de concentration, massacres de civils, sans aucune pitié, qui fait que dans les camps, les Libyens sont affamés, les maladies vont alors se développer, ils sont soumis au travail forcé, y compris les femmes et les enfants. Bref, les sbires de Mussolini attaquent sans pitié les malades et les personnes âgées. Ils font des photos avec des têtes coupées de leurs victimes, et au moins 50 000 Libyens sont tués, surtout des civils d'ailleurs. Peu après, Mussolini
Mussolini rencontre Hitler pour la toute première fois. À ce moment-là, on est en 1934, Hitler est déjà au pouvoir. Quand les deux se rencontrent, c'est un fiasco. Ce raseur m'a récité Mein Kampf, ce livre indigeste que je ne suis jamais parvenu à lire. Je ne me sens aucunement flatté de savoir que cet aventurier de mauvais goût a copié sa révolution sur la mienne. Les Allemands finiront par ruiner notre idéologie. Cet Hitler est un être féroce et cruel. Les Allemands resteront les barbares, les éternels ennemis de Rome. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Mussolini, il se sent quand même vachement en danger avec le principe de race aryenne d'Hitler. Et peu après, il menace même l'Allemagne de guerre lorsqu'Hitler, il tente un coup d'État en Autriche. Parce qu'à ce moment-là, Mussolini, il a peur que ça puisse entraver ses propres projets d'empire. Pourtant, il y a un enchaînement de circonstances qui ne va pas tarder à rapprocher les deux dictateurs. Parce qu'un an plus tard, l'Italie envahit l'Éthiopie, sachant que Mussolini veut établir une colonie afin de démontrer sa puissance militaire. Abbiamo pazientato mentre si stringeva attorno di noi sempre più rigido il cerchio che vuole soffocare la nostra irrompente vitalità. O Etiopia! Abbiamo pazientato 40 anni, ora basta! Et là, environ 300 000 soldats italiens se livrent à des massacres, un peu comme en Libye, mais en pire. Ils vont alors affamer des enfants, utiliser des lance-flammes, des méthodes de torture. Ils vont mitrailler des camps humanitaires, de la Croix-Rouge. Et Mussolini emploie même une arme chimique interdite. Il largue 400 tonnes de gaz moutarde pour attaquer aussi bien des militaires que des civils. Tout ça en Éthiopie, encore une fois. Alors, les Éthiopiens résistent bien courageusement, mais ils vont finir vaincus. Et Mussolini crée alors des camps de concentration où il entasse les Éthiopiens. Il va alors ordonner de liquider progressivement la population. Et là, clairement, c'est encore un génocide. Et environ 700 000 Éthiopiens sont tués en quelques mois au total par l'armée de Mussolini. Suite à cette attaque, Mussolini se met la plupart des pays du monde à dos parce que le gars, il est fou quoi. En fait, ça va trop loin quoi. Mais qu'est-ce qu'il fout? Et l'Italie va pas tarder à subir plein de sanctions économiques. Quelques temps passent et plus tard dans l'année, une guerre civile éclate en Espagne. Alors c'est un autre sujet, mais il faut savoir que Mussolini va alors soutenir le général Franco, qui deviendra après dictateur de l'Espagne. On pourra en parler dans une autre vidéo, par exemple. Il le soutient bien d'ailleurs parce qu'il va envoyer 70 000 soldats, des armes, des munitions, des véhicules et plein d'équipements. Et d'ailleurs, ce propos, c'est pas le seul, parce que Hitler envoie aussi des troupes en Espagne pour soutenir Franco. Tandis que l'Angleterre et la France, de leur côté, soutiennent le camp adverse. Et il se trouve que cet événement, c'est souvent vu comme la prémisse de la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, en tout cas, avec l'Éthiopie et l'Espagne, là c'est clair, Mussolini, il a vidé les caisses de l'État. Et l'Italie se retrouve affaiblie et isolée. Et elle commence alors à se rapprocher de l'Allemagne. Et c'est alors qu'une terrible alliance militaire entre ces deux dictatures est sur le point de naître. Je vous le dis quand même, mais Mussolini en privé, il maîtrise toujours Hitler. Il le décrit comme un mec ennuyeux, avec des idées grossières, maladroites, simplistes. Cependant, il voit quand même le nazisme comme un moyen de renforcer son idéologie fasciste. Alors en 1936, Mussolini commence à se faire ami-ami avec Hitler. Il va alors retirer ses menaces contre les invasions allemandes et il apporte son soutien. Alors que de son côté, Hitler, lui, ça a toujours été un grand admirateur de Mussolini. Il admire son talent politique, son style, son talent à mobiliser les masses avec autorité. Et il a d'ailleurs repris beaucoup de ses idées, et y compris le fameux salut nazi, qui est en réalité un salut fasciste à la base. Mais, vous voyez, cette relation, elle est un peu en train de s'inverser, dans le sens où c'est plutôt maintenant de plus en plus Hitler qui influence Mussolini. Et le Duce accepte finalement que l'Allemagne envahisse l'Autriche, puis la Tchécoslovaquie. Et en plus, ça va plus loin que ça, parce que l'armée italienne est même envoyée en soutien lors des deux invasions. Et en parallèle, sous l'influence d'Hitler, Mussolini met en place des lois racistes et antisémites. Ce qui fait que ces lois restreignent le droit des juifs, limitent leurs déplacements, les privent de certains biens. En plus, les livres écrits par les juifs sont bannis et les juifs en Italie sont exclus un peu partout. Mussolini va alors prononcer de grands discours antisémites et en public. Dunque, è un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irriconciliabile del papizo. Et finalement, Mussolini introduit ce qu'on appelle un manifeste de la race. En fait, c'est un texte étroitement calqué sur les lois nazies qui privent les juifs de leur citoyenneté italienne. En plus de ça, Mussolini se met subitement à persécuter tous les hommes homosexuels qui vont clairement pas coller à sa vision traditionnelle et fasciste de l'homme italien. En tout cas, au début, les homosexuels n'ont plus le droit de sortir de chez eux. Puis à partir de 1938, Mussolini fait déporter des centaines d'homosexuels. En fait, il va les envoyer dans des camps de concentration aux conditions inhumaines. Et là, les homosexuels sont entassés avec des prisonniers de toutes sortes,
c'est-à-dire des communistes, des anarchistes, des socialistes, des républicains et même des témoins de Jéhovah. Mais l'un de ces camps est un peu différent et là c'est un autre secret de Mussolini. Parce qu'en effet, Mussolini va involontairement créer la toute première communauté gay d'Italie. Ça se passe à l'île San Domino. Et aujourd'hui, l'île San Domino, c'est un paradis touristique, mais à l'époque c'est le seul camp de concentration où 100% des prisonniers sont homosexuels. En fait, ils arrivent menottés, ils sont installés dans des dortoirs sans eau courante ni électricité. Ils sont alors soumis à du travail forcé et à un couvre-feu tous les soirs à partir de 20h. Mais, malgré ces conditions de vie, ici les détenus peuvent vivre leur homosexualité. Et pour la toute première fois de leur vie, ils peuvent assumer pleinement leur identité sans être jugés. Ils n'ont alors pas besoin de mentir ni de se cacher parce que ils ont été emmenés à cause de ça. Et en fait, c'est fou, mais ils se sentent davantage libres dans ce camp de concentration qu'avant lorsqu'ils étaient chez eux. Et finalement, les détenus sont relâchés un an plus tard. Sauf que certains d'entre eux ne veulent plus partir de l'île de San Domino. En fait, ils n'ont pas envie de retourner s'enfermer chez eux et être traités comme des criminels. Et du coup, en voulant persécuter les homosexuels, Mussolini leur a finalement créé une sorte de safe place. Même si ça reste quand même, faut le dire, une prison homophobe. Et d'ailleurs, cette histoire est restée quasiment inconnue jusqu'à récemment. Plus tard dans la même année, Mussolini provoque frontalement les Français. Et là, il exige que la France lui cède la Tunisie, la Savoie et la Corse. Ni plus ni moins. Et ce qui fait que pendant plusieurs mois, la France et l'Italie seront au bord de la guerre. Mais bon, à un moment, Mussolini, il se dit « Ok, c'est bon, on fait chier ». Il va envahir l'Albanie avec l'aide de l'armée nazie. Et là aussi, Mussolini met en place des déportations et des camps de concentration et le bilan va totaliser 40 000 victimes albanaises. En parallèle, Mussolini et Hitler signent le pacte d'acier. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. En fait, c'est un accord qui concrétise une alliance militaire totale entre les deux pays. Et en échange, Hitler promet de ne pas entrer en guerre pendant 3 ans. Sauf que non, parce que quelques mois plus tard, après le pacte d'acier, Hitler, il en peut plus et il envahit la Pologne. Et en réponse, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Et ça, c'est le début officiel de la Seconde Guerre mondiale. Alors au début, Mussolini, il fait putain, fait chier, moi je suis pas prêt, et du coup il préfère garder ses distances malgré le pacte d'acier. Il n'a pas envie de mouiller l'Italie dans un conflit mondial qui pourrait le raser. Et dans le plus grand des secrets, il entre en contact avec les Britanniques et il négocie avec eux. Mais c'est pas tout, puisque la France aussi, elle tente de négocier avec Mussolini. Sauf que comme les Français, ils ont pas envie de partager la Corse, Nice et la Savoie, il leur répond pas il laisse juste un vu Parce que dans le prochain chapitre, il s'apprête à rentrer malgré tout en guerre aux côtés des nazis et faire encore plus de victimes. Faut quand même se le dire, mais alors que la Seconde Guerre mondiale est en train d'éclater, Mussolini, il hésite pendant plusieurs mois. Il sait pas trop. Est-ce qu'il rentre en guerre? Est-ce qu'il reste neutre? C'est quand même extrêmement compliqué pour lui, puisque d'un côté, il a pas envie de passer pour un lâche qui ne rentre pas en conflit, sachant qu'en plus, c'est un gars qui est violent. Mais d'un autre côté, il a peur de tout perdre s'il le fait trop tôt. Mais c'est hyper chiant pour lui, parce que il regarde avec jalousie toutes les victoires militaires de Hitler, qu'il enchaîne à une vitesse surprenante. Et il se dit, putain, je participe pas à ça. Et finalement, alors que l'Italie ne se mouille toujours pas, Paris tombe sous l'occupation nazie. À ce moment-là, Mussolini il se dit c'est bon, la défaite des Alliés, donc France, Angleterre et compagnie, elle est imminente. Les nazis vont gagner, ils vont tout rafler. Donc il se dit non, moi aussi j'ai le droit à ma part du butin, et c'est à ce moment-là qu'il décide d'entrer en guerre aux côtés des nazis, en espérant partager en fait le gros lot. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata ai mercanti. Gli ambasciatori Gran Bretagna e di Francia. Uomo italiano, corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. Tel un vautour, Mussolini se jette sur la France en position de faiblesse. Sauf que pour lui, ça va pas bien se passer. Il va se faire ridiculiser car l'armée italienne ne réussira pas à passer les lignes fortifiées des Alpes. Donc d'un côté, les Français, ils arrivent à mater facilement les Italiens, mais d'un autre côté, ils vont finir par se faire botter le cul par les nazis. Et là, à ce moment-là, l'armée française sera obligée de se rendre. Et là, l'Italie commence alors à occuper les territoires autour de Nice, donc sur la Côte d'Azur. Mussolini va aussi attaquer des colonies britanniques. Il va envahir par exemple l'Égypte, il bombarde la Palestine, il attaque le Soudan, mais aussi le Kenya et la Somalie. Et ça se passe très très vite, c'est en seulement quelques semaines, et ça fait énormément de victimes. Et puis Mussolini, il envoie enfin ses troupes en Grèce, parce que là il est bien déterminé à concrétiser son rêve d'empire méditerranéen. Peut-être que l'Allemagne, elle est dans le nord, mais lui, le sud, la Méditerranée, c'est lui. Hélas pour Mussolini, on va dire, les Grecs, même s'ils sont largement inférieurs en armes et en soldats, c'est quand même un pays beaucoup plus petit que l'Italie, eh bien ils se défendent férocement
franchement, ils ne lâchent pas leur terre et c'est un désastre complet pour Mussolini. Hitler, alors qu'il voit les Italiens qui réussissaient pas à envahir les Français, ensuite ils réussissent pas à envahir la Grèce, lui, ça l'exaspère et il doit envoyer des renforts nazis pour sauver son allié du fiasco. Là, les nazis, en plus de ça, ils parviennent à envahir la Grèce, à les vaincre et ils leur disent « Ok les gars, maintenant faites le taf » et l'Italie peut commencer à occuper la Grèce. Et là, attention par contre parce que ça ouvre un nouvel épisode de cruauté. Parce que les fascistes, un peu frustrés de ne pas avoir réussi tout seuls, eh bien ils pillent et ils mettent le feu à des villages et des champs entiers. Là, de nombreux Grecs sont déportés dans des camps, la population est massacrée, elle est affamée, elle est parfois torturée. Par exemple, un policier grec est torturé à mort pendant plusieurs jours, ses dents sont arrachées à l'aide de pinces et il est ensuite traîné par un cheval au galop. Là, les soldats fascistes pratiquent le viol de masse, ils versent de l'huile bouillante sur des prisonniers et on compte au moins 250 000 morts chez les Grecs. Mussolini, en parallèle de tout ça, il commence un peu à flipper qu'un ennemi bombarde son QG pour le tuer. Et ce qui va nous amener alors à un autre de ses grands secrets. Parce qu'il se trouve qu'en 2011, des ouvriers font des travaux dans un vieux bâtiment de Rome. Et là, quand tout à coup, ils remarquent une petite trappe en bois. Et derrière, il y a un escalier en briques rouges qui descend profondément sous terre. Ils descendent l'escalier et une fois en bas, ils débouchent dans un passage voûté qui date de l'Antiquité romaine. Mais au bout, ils voient une structure en ciment beaucoup plus moderne. Et c'est un bunker secret. Parce qu'en effet, 70 ans plus tôt, Mussolini a fait construire à la hâte 12 bunkers secrets sous Rome. Ce qui fait que ce bunker-là, il fait à peu près 80 mètres carrés, divisé en 9 pièces, et la qualité de construction est exceptionnelle. Les murs sont en béton armé d'au moins 1 mètre d'épaisseur. Le système de ventilation est si performant d'ailleurs que 70 ans plus tard, le bunker est sec et l'air est pur. Mais il n'a jamais été complètement terminé. Parce que revenons du coup à l'époque de Mussolini, certes il a construit des bunkers, sauf que il n'a pas eu le temps de les terminer. Parce qu'à ce moment-là, il a des problèmes bien plus graves à gérer. Déjà, les Anglais, ils contre-attaquent et ils reprennent la Somalie puis l'Éthiopie. Et en Libye, 35 000 soldats anglais parviennent à capturer plus de 100 000 soldats fascistes. Là, l'armée italienne commence à être submergée de toutes parts. Et Mussolini ne va alors pas tarder à devenir l'homme le plus détesté d'Italie, comme vous allez voir après. Malgré ce contexte vraiment pas fou pour lui, Mussolini envahit quand même la Yougoslavie. Il fait construire là-bas des camps de concentration dépourvus d'eau, de nourriture ou même de médicaments. Ces soldats détruisent des villes, ils assassinent des familles entières en attaquant de nuit. Le bilan, là encore une fois, est des dizaines de milliers de morts. Mussolini envoie aussi des avions semer la terreur en bombardant Londres et peu de temps après, Hitler attaque l'Union soviétique avec l'opération Barbarossa. Bon là, Mussolini, il envoie l'armée italienne combattre avec les nazis parce que voilà, il va pas non plus les laisser solo. Encore une fois, c'est désastreux puisque les soldats fascistes sont écrasés par les Russes. Et là, Mussolini, il enchaîne les défaites, ça devient un peu un loser dans la tête de la population et Hitler lui-même, il commence gentiment à se dire que c'est vraiment un boulet et un gros fardeau. Les Italiens, ils savent pas se battre, c'est catastrophique. Ça, c'est pas tout, puisque les nazis eux-mêmes, ils finissent aussi par enchaîner les défaites militaires, surtout en Union soviétique, parce que les Russes, c'est des durs à cuire. Puis, tout va très vite. La Sicile et la Sardaigne sont envahies par les forces alliées, puis le sud de l'Italie aussi. Et la guerre finit par débarquer sur le sol italien. Et là, il est évident que la guerre est perdue. Les Alliés commencent alors à bombarder des villes italiennes, des usines sont défoncées par des bombes, et le pays arrive alors rapidement à court de ressources. Là, les prix grimpent, la nourriture devient extrêmement chère, les gens ont faim et la propagande de Mussolini commence à perdre son emprise sur eux. Et à ce moment-là, des manifestations géantes ont lieu en Italie pour protester. Là, Mussolini, il est en difficulté, il est secoué par le stress et même le mouvement fasciste, il commence à remettre en question sa légitimité au pouvoir. Et sa chute, parce qu'elle aura lieu, elle va se faire en plusieurs étapes de plus en plus violente. Là, la situation est de plus en plus catastrophique en Italie. La colère gronde dans tout le pays et toutes les statues de Mussolini sont déboulonnées. D'ailleurs, certains le surnomment à ce moment-là l'homme le plus détesté d'Italie. Et c'est alors que le roi Victor Emmanuel III en profite pour faire arrêter Mussolini. Parce que oui, vous vous souvenez, en fait, il y a toujours un roi qui est là. D'ailleurs, Mussolini se pensait tellement intouchable et il est tellement surpris que ça arrive qu'il ne résiste même pas. Et il est enfermé dans une résidence surveillée. Il sera régulièrement déplacé pour dissimuler sa position nazie. À ce moment-là, Hitler, il est fou de rage. Il va alors lancer une invasion éclair sur l'Italie et il va alors reprendre le contrôle du nord du pays. Il va envoyer alors un commando de SS qui parvient à libérer Mussolini. Ils vont le retrouver complètement débraillé, déboussolé et déprimé. Hitler, il n'en a rien à faire, lui il s'en fout. Il va prendre Mussolini et il le remet à la tête d'un nouveau gouvernement fasciste au nord de l'Italie. Un gouvernement bien sûr là sous le contrôle et sous l'influence nazie. Là maintenant Mussolini, il vit assigné à résidence. Et ses déplacements et ses communications sont surveillés et limités. Mais bon, pour garder la confiance d'Hitler et pour faire bonne figure, il se met à déporter et à assassiner des milliers de juifs.
Au total, on aura à peu près 8000 juifs italiens qui vont mourir en seulement quelques mois. Pendant ce temps-là, l'armée nazie, elle continue de progresser jusqu'à Rome. Le roi va alors fuir et il va s'exiler au sud de l'Italie. Et on va avoir une guerre civile qui va démarrer en Italie. Et elle va durer 18 mois et faire des milliers de morts. Et finalement, Mussolini et les nazis, du coup, sont vaincus en Italie le 25 avril 1945. Et Mussolini est alors brisé mentalement. Il y a 7 ans, j'étais quelqu'un d'intéressant. Aujourd'hui, je ne suis guère plus qu'un cadavre. Oui, je suis fini. Mon étoile est tombée. Je n'ai plus aucune force de combat en moi. Je travaille et j'essaie encore. Pourtant, je sais au fond de moi que tout n'est plus qu'une farce. J'attends la fin de cette tragédie, étrangement détaché de tout. Je ne me sens plus acteur, je me sens comme le dernier des spectateurs. Très tôt le matin, après sa défaite, le Duce prend la fuite vers la Suisse. Mais il est stoppé par un barrage de résistants peu avant la frontière. À ce moment-là, Mussolini, c'est plus que l'ombre d'un tyran qu'il a été, quoi. Il a 61 ans, il a une barbe de 3 jours, il empêche l'odeur de tabac et il ressemble à un pauvre type, quoi. En fait, il est ridicule, il est même déguisé dans un uniforme allemand trop grand pour lui. Là, les résistants lui arrachent son casque allemand en ricanant et ils le font prisonnier avec sa maîtresse qui s'appelle Claretta. Et ils vont alors mettre la main sur un véritable trésor. Parce que les valises de Mussolini contiennent l'équivalent de 900 millions de dollars actuels. Et dedans, il y a des billets, des bijoux en or, des objets de valeur. Là, le lendemain, les résistants ordonnent à Mussolini d'aller se tenir debout contre un portail en fer. Et le chef des résistants sort une arme automatique. Là, Claretta, sa maîtresse donc, se précipite pour tenter de lui arracher son arme, mais le chef des résistants lui tire dessus, il la tue, puis il se tourne alors vers Mussolini et il tire 2 rafales. Là, 9 balles atteignent le Duce, dont 4 en plein cœur, et il meurt sur le coup. Les corps sont ensuite transportés à Milan sur la Piazza Loreto, et là, une foule d'Italiens enragés maltraite les cadavres jusqu'au coucher du soleil. Les gens hurlent des injures, frappent les dépouilles, crachent dessus. Certains jettent même des ordures, des cailloux. Ils les rouent de coups de bâton. Une femme sort même un revolver et tire 5 balles sur le corps de Mussolini. Et pour permettre aux spectateurs de mieux voir les corps, les résistants les pendent par les pieds. Bref, après 21 ans de dictature, le règne violent de Mussolini prend définitivement fin dans la violence encore une fois. Hitler va se suicider quelques jours plus tard en apprenant tout ça, de peur qu'il lui arrive la même chose. Le cadavre de Mussolini disparaît ensuite pendant quelques années. En fait, il va être enterré, puis déterré, puis volé, puis baladé dans tout le pays, dans toute l'Italie, pendant près de 12 ans. Et la police finira par retrouver un coffre contenant ses restes mutilés dans un monastère. En tout cas, avec le recul, on sait que Mussolini a au moins causé la mort de 2 millions de personnes, même si c'est quand même difficile à estimer. Sans oublier qu'il a inspiré Hitler et qu'il a créé un terrain propice à la Seconde Guerre mondiale. Mais pour terminer la vidéo, je vais vous révéler le secret peut-être le plus étonnant sur Mussolini. Alors ce secret, il prend corps en 1932. À ce moment-là, Mussolini, il est au pouvoir depuis 10 ans, il est au sommet de sa gloire, tout roule. Et il va alors faire construire à Rome un obélisque en marbre de 300 tonnes. Et dessus, il fait graver son nom. Et tout en dessous de l'obélisque, il enterre une boîte et à l'intérieur, il y a des pièces en or. Mais il y a aussi une médaille qui représente Mussolini avec une peau de lion sur la tête et surtout, il y a un mystérieux parchemin de 1200 mots. À l'heure actuelle, ce parchemin, il est toujours sous l'obélisque. Mais il y a quelques années, en 2016, des chercheurs ont réussi à reconstituer le texte. Ça s'appelle Codex Fori Mussolini et tout est écrit en latin, divisé en 3 parties. En fait, il s'agit d'un récit élogieux de la montée du fascisme et des exploits de Mussolini. Il est décrit alors dedans comme une sorte de nouvel empereur romain surhumain, quasiment divin. Et en fait, c'est une véritable capsule temporelle de propagande destinée aux générations du futur. Et bien voilà en tout cas la Poiscaille pour cette grande histoire sur Mussolini. Maintenant vous savez un peu mieux en fait les secrets de l'homme qui a inspiré Hitler. D'ailleurs Mussolini il est peut-être mort mais son héritage fasciste il est toujours bel et bien vivant. En fait il y a des idéologies fascistes qui réapparaissent et qui nous menacent même encore aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs mes autres vidéos où je parle d'autres personnages assez sombres qui ont marqué l'histoire. Et s'il y en a d'autres que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à en parler. Sur ce je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.